And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Well, unfortunately, the American government, the U.S. government, supports all kinds of eugenics-type activities, and it's really sickening that our own government would be supporting programs and activities. Are you talking about population control? Yes, I am.
talking about death and illness. So these are death dumps that they're dropping on us. Chemtrails, when I say that, Yes, with aluminum oxide, strontium, barium, yes. sulfur hexafluorides, I've etc. seen quite a bit of evidence that clearly there are programs to dump all these chemicals on us. Not quite sure what the purpose is yet. The purpose is to kill us. In Nazi Germany, they did this. And there was a Nuremberg trial. Should we not have another Nuremberg trial? Oh, that'd be a good idea if we could find somebody to actually prosecute these people. We need to have more Americans that understand what's going on so that there can be enough of an uprising to actually do that. Certainly, they're doing it, and they are actually, killing people and making them sick. Well, it is genocide, isn't it? Sure, absolutely. However, the bottom line is that operational National Weather Service Doppler radar cannot, I repeat, cannot detect cirrus clouds. Look it up. Do the research. Another important but rather technical issue regarding the evidence of chemtrails being captured on Doppler radar has to do with the detection capabilities of Doppler radar in relation to distance and elevation from the Doppler radar's location. Based upon the information provided on this chart from the National Weather Service, we can see that the horizon-oriented Doppler weather radars, which are set to a maximum angle of 4.3 degrees, would not detect clouds above 20,000 feet within a 35-mile radius of the radar. Yet, in many cases, on these Doppler radar images, we can see the aircraft contrails almost directly overhead of the Doppler radar's location. The implications of this information is that the aircraft contrails are being deposited at an elevation that is much too low for the formation of persistent contrails. This is due to the fact that atmospheric conditions rarely achieve the required -40 degrees centigrade for the formation of persistent contrails at 20,000 feet elevation over the Sonoran Desert. I hope that these Doppler radar images have provided some alternative scientific documentation which can support the growing body of evidence related to the existence of the chemtrail spray operations program. I have done my best to articulate some pretty detailed information about atmospheric science that is essential to understanding the chemtrail phenomenon. But I believe we must fight disinformation and propaganda with scientific facts if we are ever to bring these aerosol crimes to the light of day. More research, images, and references can be found on my website at watchthesky.org. Here for the first time we have this scientific proof that we are being spread. We are being spread, and it's incredible and it's hard to believe, but we are being spread. I think at this moment to stop is not an option. Once you know it, and once you have a tool like this and an opportunity like this, that the issue of chemtrails or persistent jet contrails or whatever name you use for it, that this phenomenon is recognized as being real, publicly debated on. In the context of geoengineering, I think it's high noon to bring this to the public. This is what the sky is supposed to look like. These are old paintings. We forgot this, I'm afraid. In the years that I have been a medical research journalist, I have looked at many things, and I found the same three issues in whatever I'm looking at. And that is that we are being dumbed down, we are being made sicker, and we are being made infertile.
citizens gathered from around the world in Belgium for the first International Chemtrail Symposium. The event attracted leading professionals, politicians, and activists who discussed the health, environmental, and social implications of these programs. Today it's only going to be about facts, documents, figures, patents, licenses, everything that brings us to the truth. We have no other weapon against this vast complex than exposing and bringing their dark works in the light of the truth. We have the hope that by our efforts, more and more people will become aware of the fact that we are deceived by our leaders. So today, we, as a family, join forces with the people who publicly made known to the world that chemtrails are not a conspiracy theory, but a conspiracy fact. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages, on les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Et vous voyez, les chemtrails couvrent 50%, voire 75% du ciel. Pas besoin d'être un expert pour comprendre quand on voit ça sur l'image satellite, qu'il y a forcément un effet sur la température de surface. D'énormes largages qui ont eu lieu déjà, celui qui vient d'avoir cours, l'avion qui se sauve là-bas qui lui ne fait aucun largage, qui vole approximativement à la même altitude que celui qui est juste au-dessus là, en train de faire son largage. Et puis nous avons là-bas une très grosse traînée qui est en cours. C'est fou furieux. Il y en a un autre là qui se dissimule à l'intérieur même là, qui est en train de larguer. Un autre qui arrive, qui n'a pas largué grand chose là, mais vous allez voir, il va commencer. Parce que là, nous sommes dans une zone à pulvériser qui a été décidée. Voilà. L'autre, il est parti là-bas au bout. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Le cadeau du nouvel ordre mondial. Dommage pour notre espèce, dommage pour nos enfants, nos générations, que tant d'incrédules ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. The death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of 2 of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. 4 of the planes are out of the Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma. I personally have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge bomber-like airplanes with no markings. This is a crime against humanity, a crime against America, a crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. Thank you. I'm Ted Gunderson. Narodna skupština I vlada Srbije su u posljednjim događajima oko namere legalizacije uzgoja genetski modifikovanih organizama
pokazali da se moraju staviti pod javni nadzor i kontrolu, jer su izdali nacionalne interese naroda Srbije. Oni se ne smeju igrati sa državom i našim životima, ma ko to od njih tražio. Legalizacija uzgoja genetski izmenjenih organizama u Srbiji značila bi pored toga i otvaranje naših granica za uvoz takve hrane i proizvoda. Uvozom takvih opasnih namirnica započeo bi najmasovniji genocid stanovništva Srbije. Tom polusvetu na vlasti i to je bilo malo ili im se jako žuri, pa su smislili novu tehnikom kojom su počeli da nas tretiraju kao insekte. Pogledajte naše nebo, građani Srbije, jer se i sami možete uveriti. Pogledajte tragove otrova kojim nas neobeleženi avioni svakodnevno zasipaju. Od trenutka kada je naša odnarođena vlada potpisala sporazum o takozvanom partnerstvu za mir, nebo nad Srbijom premrežili su tragovi otrova kojim nas ti neobeleženi zločinački avioni svakodnevno iz vazduha zasipaju kao da smo insekti, a ne ljudi. Nad nama se sprovodi vivo eksperimenti kao u konclogorima tokom Drugog svjetskog rata. Nad nama se otvoreno vrši genocid. Naša izdajnička vlada je to dozvolila. Prodala je sopstveni narod da bi opstali na položaju gdje su ih doveli predstavnici zločinačkih stranih agentura. Da li imate pravo da ćutite? Da li možete da ćutite dok vas i vašu decu zaprašuju otrovima za koje niko iz odnarođene vlade ne može da vam kaže kakvim nas to otrovima zasipaju? Da li možete da ćutite kada znate da vas je ovaj izdajnički režim prodao i predao na milost i nemilost najvećoj zločinačkoj organizaciji na svetu? Ja, Nikola Aleksić, predstavnik ekološkog pokreta Novog Sada i Srbije, jedine organizacije u Srbiji koja se zalaže i bori za zaštitu zdravlja i života stanovništva, neću i ne mogu da ćutim. Javno zahtevam od Vojske Srbije da po Ustavu počne da brani svoj narod i nebo iznad Srbije, da obara ove neobeležene avione i zločince koji sprovode genocid nad stanovništvom. Ako je Vojska Srbije 1991. godine imala izgovor za izdaju naroda i države, objašnjenjem da je bila partijska vojska, ja i danas otvoreno pitam, čija ste sada vojska kada dozvoljavate potpuno javno trovanje sopstvenog naroda zaprašivanjem sa neba iz neobeleženih aviona najveće zločinačke organizacije na svetu? Da li ste svesni posljedica vaše današnje izdaje? Da li mislite da vaša deca neće disati izbačene otrove? Da će vaša deca biti izuzeta od genocida? Vojnici, branite svoj narod i nebo iznad Srbije. Nemojte čekati komandu izdajničkog rukovodstva, jer kad oni budu izdali komandu, nas više neće biti. Vi ste se zaklali narodu Srbije, a ne stranačkim liderima koji gaze Ustav Srbije i izdaju sopstveni narod. Ja, Nikola Aleksić, zahtevam od javnog tužioca Srbije da konačno počne da radi svoj posao ili ćemo ga smatrati saučesnikom izdaje i trovanja sopstvenog naroda. On mora pokrenuti postupak protiv odgovornih lica zbog veleizdaje, makar to bio i sam predsjednik Republike Srbije. Neko nas je prodao zločincima. Neko je prodao nebo nad Srbijom ovim zločincima da bi nas trovali. Neko je iz Srbije dao dozvolu ovim zločincima iz neobeleženih aviona za početak genocida nad stanovništvom Srbije. Zločin genocida nikad ne zastareva. Ako ga ne pokrene javni tužilac danas, uveren sam da će ga narod pokrenuti sam, jer je dogorelo do nokata. Više se ne može i ne sme ćutati. Srbija se mora probuditi ili je više neće biti. Srbija se nalazi pred umiranjem, opljačkana, ponižena, ugrožene budućnosti, a povrh svega sada su počeli da nam truju i prirodu, stanovništvo i buduće generacije. Niko od nas ne zna kakve nas posljedice ovog zločinačkog zaprašivanja iz neobeleženih aviona u budućnosti mogu zadesiti. Niko od nas ne može da zna u kojoj generaciji može se ispoljiti planirani sterilitet naših potomaka, u kojoj generaciji nas mogu izbrisati sa geografske karte sveta. Ovo trovanje naroda se mora zaustaviti, ovako ili onako, da se ne bi desile fatalne posljedice. Sad je to već pitanje opstanka srpskog naroda. Zato poručujem Borisu Tadiću lično, ako ne zaustavite trovanje naroda iz neobeleženih aviona ili ako ne zaustavite uvoz hrane i semena od genetski modifikovanih organizama, ja,
Nikola Aleksić, pozvaću građane Srbije da izađu na ulice. I prvi ću izaći, ne da rušimo sistem ili da palimo skupštinu, nego da branimo Ustav, važeće zakone i pravo na svoju budućnost. Građani Srbije, pozivam vas da branimo svim raspoloživim sredstvima svoje prirodno i ustavno pravo na zdravlje i živote, svoje neprikosnoveno pravo na budućnost i budućnost dece svoje dece, da branimo svoje prirodne i ustavno pravo na opstanak. O vremenu i trenutku izlaska na ulice blagovremeno ću vas javno obavestiti. Budite uvereni, ja, Nikola Aleksić, održat ću svoju reč, makar po cenu sopstvenog života. 海上保安庁によりますと、雲は海面近くから300メートルほどの高さまであって、長さはおよそ100キロ以上もあったということです。こうした形の雲が発生するのは気象学的にも珍しいということで、札幌の気象台が現在この映像を分析して、どのような気象条件で発生したのか調べています。West now looking east. So this stuff is moving easterly as a, I guess we'd call it as a mass. You rotate over towards the west here. That shows up. This is looking southerly and the sun's directly above me. So I'll show you like, yow. Interesting. Look at this. Well, what is it? It's spinning like Looks like it goes on from one end of the horizon to the other. Une tornade horizontale. Même la queue elle est là-bas. It's like something you'd see in a video game. On Mario.
It is too awesome. That shit's awesome! Keep a picture of it, why not? Ah. Öyle bir multimilli ya. Se pose aujourd'hui dans les reportages contre le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Spraying that chemtrail? Yep. Feels like we're above it. I know. Oh, we'd be dead right now. I gotta put this on YouTube.
Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Éloigne cette tornade de nos maisons. Une Américaine du Kentucky implore Dieu alors que ce monstre de vent ne va pas tarder à toucher terre. Et voilà le résultat. Des scènes de dévastation sur 8 États différents après le passage de 80 tornades. Voy a hacer un resumen de lo que se ha hecho en esta conferencia. Va a ser digamos, un resumen en clave política. Esta comparecencia nos ha permitido mostrar que Europa está siendo objeto de fumigaciones clandestinas masivas desde hace más de una década, relacionadas con programas de ingeniería orientados supuestamente a paliar el calentamiento global. Estas acciones se llevan al margen de todo marco legal nacional e internacional, sin conocimiento ni autorización de los ciudadanos y despreciando el más elemental principio de precaución. Las consecuencias de estas acciones sobre la salud de las personas, como acaba de decir President, y la vida del planeta son invaluables. Los gobiernos nacionales que forzosamente autorizan el uso del espacio aéreo para estos fines niegan que esto esté sucediendo. La negación institucional de hechos evidentes que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad física y psíquica de las personas, nos deja a los ciudadanos en la más absoluta indefensión. Desde enero de 1999 a la actualidad es abrumador el número de publicaciones sobre manipulación climática a favor y en contra. Hacer una relación de ellas no es el objeto de esta intervención, pero cabe reseñar dos posicionamientos diametralmente opuestos. La doctora Rosa Liberter, investigadora, epidemióloga, físico-nuclear y Premio Nobel Alternativo de la Paz, denunció en 2005 las fumigaciones aéreas y sus graves consecuencias para la salud de las personas y la vida en el planeta. Sin embargo, en opinión de John Kaplinsky, un analista tecnológico inglés, dice que si una tecnología propicia una ganancia neta, los perdedores pueden ser compensados.
Y está claro que existe un enorme potencial para gestionar el sistema climático de forma tal que pueda generar enormes ganancias netas. Eso es lo que este señor piensa. En efecto, hoy día no son pocas las empresas que ofrecen ya servicios climatológicos a la carta. Pero nos preguntamos, la sociedad civil, ¿cómo puede compensarse de alguna manera, cómo puede valorarse la pérdida de salud y la vida de millones de personas? Voilà une toile d'araignée. Derrière ce fil-là, c'est du chantrail. Ça, c'est pulvérisé avec les chantrails. Bon, alors là, je vais prélever de la toile d'araignée pour montrer la différence. Voilà, ça se voit presque pas. Voilà. Là, j'ai prélevé de la toile d'araignée. En apparence, ça y ressemble. Quand on les place l'un à côté de l'autre, on voit que ça ne ressemble pas du tout. Et alors, surtout celui-là, vous allez voir, il brûle au feu. Il brûle, il noircit. Alors que le chantrail, lui, ne brûle pas, il se rétracte, il reste blanc. Enfin, les fils de la Vierge. Donc, voilà. Voici
À droite, une toile d'araignée qui vient d'être prélevée, et à gauche, les fils de la Vierge qui viennent d'être prélevés. On va le brûler, vous allez voir, celui-là va brûler et noircir. Celui-là, il va juste réduire, se contracter, comme du synthétique, et il restera blanc au jardin. Alors moi je vis à la campagne, et quand on vit à la campagne, vous savez, on sait très bien faire la différence entre les toiles d'araignée ou les fils d'araignée qui peuvent être un peu partout, et les fils de chantrail. Déjà, je vais vous donner un premier indice. Le fil d'araignée, même tout seul, est très résistant. Quand vous tirez dessus, ça résiste tout. Le fil de chantrail, lui, n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. Vous avez presque l'impression de taper dans du vide. Voilà, quand vous le récoltez. Alors que si vous touchez un fil de toile d'araignée, vous allez voir, il y a de la résistance, et avant d'arriver à le rompre, boum! Et au moment où vous le rompez, vous sentez vraiment la craquelure. Deuxième expérience que vous pouvez faire, je vais vous montrer, très simple. La toile d'araignée, lorsqu'on la soumet à une flamme, brûle. Voilà. Elle brûle, et une fois qu'elle a fini de brûler, il y a une partie en cendre, tout, etc. Le fil de chantrail, lui, ne brûle pas. Il se rétracte, comme du plastique. Regardez bien. Mais il ne brûle pas. Voilà. Donc pour observer ce phénomène, il suffit de se mettre face au soleil avec les filaments entre vous et lui, comme je le fais à l'instant. Il doit y avoir un filament par centimètre de ligne électrique. Vous voyez? Sans fin. Il y en a tout le long. Alors on ne le voit pas tout le temps sur toute la longueur, car il faudrait être en face du soleil tout le temps. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Impressionnant quand même, hein? Vous avez vu les différences de couleurs? Les différents reflets. Voilà, voilà. Deuxième vidéo, comme promis. Toujours aussi dégueulasse. Les trucs qui tombent de partout en quantité incroyable. Voilà. Elle est pas belle la France, hein? Dites donc, pour la sécurité des gens, si on passait de 90 à 80 km/h, il y aurait sûrement moins de morts, hein? Oui, bravo! Voilà. Hein, les grandes idées. Et pendant ce temps, c'est gazage intégral. Gazage intégral. Dites donc, si on rajoutait des caméras pour la sécurité des passants dans les villes, parce que bon, les agressions, les gens deviennent fous. Tu parles qu'ils deviennent fous. En termes de cognitivité, là, c'est clair qu'ils en prennent un coup. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement dans les petits bocals. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2013, voici la première page du Dauphiné. Voilà, le Dauphiné libéré d'Ardèche méridionale. En Drôme-Ardèche, ils sont tombés du ciel toute la journée, des filaments mystérieux. Hier, toute la journée, de mystérieux filaments blancs sont tombés sur le ciel, une grande partie de la Drôme et de l'Ardèche. Vous avez été très nombreux à nous alerter sur ce phénomène, qui pour l'heure reste totalement inexpliqué. Ben, dis donc. Renseignez-vous. Enfin bon. Plusieurs théories sont avancées, dont certaines peuvent paraître fantaisistes. Vous imaginez bien de quoi on parle. Reste que sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site dauphiné.com, les témoignages affluent. Donc il suffit d'aller en toute dernière page,
pour accéder à l'article. Donc ils ont pris l'exemple d'une grand-mère voilà, qui a 75 ans, qui habite dans le quartier du Plan à Valence. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça, qu'il pleut d'immenses toiles d'araignée, il y en a plein le ciel. Voilà, bon, quand elle a appelé le journal, ils ont pensé que c'était un petit peu loufoque, hein, mais ils sont quand même descendus. Voilà, quand ils sont arrivés, elle avait les yeux rivés au ciel. Regardez, regardez, qu'elle disait. Et là-haut, encore et toujours, tombent par cascade ces étranges filaments. Entre fils de nylon et toiles d'araignée. On sera plus proche des fils de nylon quand même, hein. Ils s'enroulent sur les branches des arbres, forment d'éphémères guirlandes entre les habitations. La septuagénaire est en train de déjeuner avec sa belle-fille quand elle a vu ce phénomène étrange. Je n'avais vraiment jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Elle a pensé que ça pouvait être un avion, un ULM, pourquoi pas des martiens, disent-ils. La vieille dame s'interroge, elle se dit prête à sortir avec un masque. C'est peut-être toxique, ne touchez pas, je suis malade depuis 15 jours et personne ne sait ce que j'ai. C'est peut-être dû à ça, qui sait. Oui, ma bonne dame, il y a des grandes chances que ce soit dû à ça, hein, et ça, c'est sûr. Beaucoup de gens tous enrhumés, des maux de tête à répétition depuis quelques jours dans la région, hein, donc il y a de grandes chances. Donc de Lan-l'Estan à Donzère, en passant par Cray ou Chabeuil, de nombreux témoins drômois ont observé cette étrange pluie. De l'autre côté du Rhône, encore en Ardèche, les filaments sont venus s'enrouler autour des rétroviseurs. Hein. Vous avez bien vu mes dernières vidéos, sans équivoque. Au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de la Drôme, les appels n'ont jamais cessé de pleuvoir. Hein. Ont eux aussi cessé de pleuvoir. Entre interrogation, crainte et affirmation. Nous y voilà, la théorie des chemtrails, des épandages aériens illégaux de produits chimiques. Comme celle livrée par un journaliste de Moscou, spécialiste dans les phénomènes aériens. Pour lui, aucun doute. Il avance sa théorie, celle des chemtrails. Les traînées blanches laissées par des avions seraient des épandages aériens illégaux de produits chimiques dans l'atmosphère. Une théorie rejetée par la communauté scientifique, hein, et vendue pour la plupart, qui gravite autour d'une obscure manipulation du climat. Autre scénario avancé, les filaments aéroportés, une version ici appuyée par le rapport d'un institut spécialisé dans les expertises en chimie. Donc c'est sûrement celui du laboratoire Analytica, qui a été mandaté par l'ACCEPICA, qui est une association très efficace dans ce domaine. D'ailleurs, ils auraient pu le spécifier, c'est un petit peu dommage, hein, parce qu'on y apprend que ce sont des phtalates, hein, entre autres perturbateurs endocriniens, polymères et autres saloperies qui n'ont rien à voir avec de la biologie. Hein. Et donc, il précise quand même qu'il pourrait résulter de recombinaison des substances rejetées en haute altitude dans l'atmosphère par les réacteurs d'aviation. Plus terre à terre encore, les filaments seraient bel et bien des toiles d'araignée emportées par le vent, patati patata, hein, bon, et la marmotte. Voilà. Aucun danger pour la santé selon la préfecture de la Drôme. C'est la partie comique. Attention. Contactez la préfecture de la Drôme a affirmé, attention, c'est comme si, c'est comme ça, vous n'avez rien à dire. Hein. Nous n'avons pas pu déterminer quel est ce phénomène, mais, selon les autorités, il n'est pas nécessaire de réaliser des analyses. Non, ben voyons, tu parles. Hein, tu nous les jettes sur la gueule, tu vas pas nous dire ce que c'est, hein, c'est sûr. Il n'y a aucun danger pour la santé. Ils savent pas ce que c'est. Ils ne veulent surtout pas les analyser. C'est complètement inexplicable. Mais ce dont ils sont sûrs, c'est que ça n'a aucun danger. Hein, voilà. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas dangereux. Donc, vous savez pourquoi? Justement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça peut pas être dangereux. Enfin bon.
Et des témoignages un petit peu sur Internet de partout. Et enfin, la CRIRAD, hein, qui a été contactée pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Ils ont quand même une bonne vision des choses, dans le sens où ils mettent un peu l'accent sur des analyses à mettre en œuvre. Voilà, voilà. Avec un peu de chance, entre des mots-clés comme chemtrails, des choses comme ça, des rapports d'analyse, peut-être que les gens vont comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Il y aura sûrement des liens sous la vidéo. Merci à tous. Ciao. Comme vous l'avez vu, il y a une effervescence depuis les articles parus dans le Dauphiné libéré, mais le Dauphiné n'est pas si libéré que ça, car il efface la moitié des messages qu'on envoie. On parle de députés qui font des demandes à l'Assemblée nationale concernant les chemtrails. Ça passe à l'as. On met le lien de l'Assemblée nationale, le journal officiel, ça passe à l'as. On explique que c'est bien réel, que la géo-ingénierie existe, ça passe à l'as. Et récemment, aujourd'hui, j'ai mis les conventions ENMOD de la Croix-Rouge, j'ai mis les conférences qu'il y a eu au Parlement européen, des informations concernant les filaments par différents docteurs aux États-Unis, ça passe à l'as. J'ai mis aussi un lien du Texas, université allemande, des brevets américains, encore le lien sur la Croix-Rouge et une liste de sociétés spécialisées dans la modification du climat aux États-Unis. Ça passe à l'as. Vous voyez là ce que ça donne, tout a disparu. Et ça, c'est les mails que je reçois du Dauphiné. Votre commentaire, rejeté, spam. Regardez ces teintes. Les teintes qu'on a, c'est complètement farfelu. Ça n'a rien d'organisé comme on pourrait voir dans un arc-en-ciel, éventuellement. Oui, mais c'est vrai que ces fils sont quand même très longs. Alors évidemment, hein, la Drôme et l'Ardèche ne sont pas recouvertes d'une immense toile d'araignée, mais une fois qu'on a repéré un de ces fils, on en voit partout. Josette, à Saint-Privat, on avait plein son jardin hier. On a vu dans les arbres ces fils d'araignée, hein, semble-t-il, des fils très fins, qui partaient du bout des arbres et vers le ciel, en fait. Donc il y en a qui étaient accrochés encore à l'arbre, qui partaient en direction du ciel, et on en voyait dans le ciel aussi. On se demandait d'ailleurs ce que c'était, parce qu'on voyait rien au bout, on voyait pas d'araignée non plus. En fait, on appelle ces filaments des fils de dispersion. Alice Michaud est aranéologue, spécialiste des araignées. Les petites espèces, notamment de la famille des Lignifidés, émettent des fils dans l'air, comme ça, qui permettent de les transporter dans de nouveaux milieux. Donc les araignées, elles ont des glandes à l'intérieur de l'abdomen qui émettent de la soie. Elles se mettent sur la pointe des pattes et elles attendent que le vent les transporte. Ça fait une sorte un peu d'appel d'air et le fil, hop, ça les transporte. Elles peuvent parcourir quand même de grandes distances, quelques mètres comme quelques kilomètres. Et après, justement, il peut y avoir une accumulation quand les fils s'accrochent quelque part au lieu de monter dans les airs. Et le printemps et l'automne sont des périodes de dispersion pour certaines espèces d'araignées. Les voici donc, ces filaments du dimanche 10 novembre dans le département de l'Ardèche. Vous avez vu passer? Quand il y a des nuages, ils sont moins visibles, mais dès que le nuage est passé, on les voit très bien. On les voit bien tomber là. Hein? La pluie a eu lieu ce matin par grosses averses. Les sols sont encore mouillés. Le ciel aurait dû être nettoyé de tout type de toiles d'araignée, si c'en était, bien sûr. Hein. Voilà ce qu'il en est. L'épisode dure un petit peu en longueur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'était pas anecdotique du 6 ou 7 novembre. C'est tout au long de l'année, aux 4 saisons, aux 4 coins de la planète. Renseignez-vous. En anglais, c'est ChemWebs.
Rien à voir avec les fils de la Vierge ou quelques toiles d'araignée que ce soit. Eh bien, figurez-vous que dans la région Midi-Pyrénées, précisément à Graffatour, en pleine campagne, ces fils sont tombés. Ils tombent du ciel comme par magie. Et n'aimons pas rester ignorants, parce que les recherches sur Internet, ou quand on va demander à des laboratoires, etc., ça nous n'apporte aucune réponse. Soit on se fait jeter, soit on nous dit gentiment qu'ils ne savent pas. C'est pas grave et qu'ils ne savent pas. 16-11-2010, on a reçu une pluie de fibres d'origine inconnue, des fils longs de 20 mètres de long. On a récupéré ces fibres, puis nous avons effectué une culture bactériologique avec ces derniers, tout simplement en mettant des échantillons de ces fils dans de l'eau sucrée. Donc au 15-11-2010, vous voyez ici le départ de cette culture, les deux pelotes de base. Au 18-12-2010, nous observons que la culture bactériologique évolue. Nous avons deux petites pousses en suspension dans l'eau, clairement visibles. Au 7-1-2011, on observe que la culture a complètement évolué et on observe même des mouvements dans celle-ci. Ici, une vidéo accélérée. Ici, vous voyez une deuxième vidéo en accéléré à peu près 1 heure en 20 secondes. On voit clairement les mouvements dans celle-ci. Donc on se trouve face à quelque chose qui a l'air vivant. On peut voir que cette expérience que j'ai faite ressemble étrangement à ce phénomène. Donc dans ce cas-là, on est en droit de se demander si ça a un lien. Et dans le cas où ça a un lien, cette vidéo se veut préventive pour ne pas aller trifouiller ce genre de fils, de trucs sans savoir ce que c'est réellement. Plus je fais des observations, plus elles sont en corrélation avec celles faites par cet institut. Je rappelle que la maladie de Morgelon, ce sont ces mêmes fils qui poussent sous la peau et qui créent des liaisons, donc cette maladie est toujours plus ou moins reconnue. Sensations on your skin, you get really itchy. It's only like a bad science fiction story. It's like pure evil, I swear. I have Morgellons disease. It's not a recognized disease. The medical society has shunned us. I saw a doctor who told me I was delusional. I feel like if people can't see it, they don't believe it. I'm sad all the time.
I'm depressed all the time. That grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. And they also have where it's either black, blue or red or even white fibers. They experience hair loss that is replaced by pseudo hair. They have fatigue and a number of what they call lesions, which has like a crust over it or a pseudo skin, or some people call it a callus, where these fibers and other materials accumulate under the skin. Doctor, we're just showing some photographs as you're speaking, and this thing is really alien on the human body.
Well, it is a true foreign invader, meaning a foreign invader is something that comes into the body and is not recognized by the body and attacks the body's defense mechanism. And in this case, the materials which were identified at the end of the study, which was under Project FM, Doctor, this may be a ridiculous question, but the chemical analysis of these fibers, is it earthly or is it extraterrestrial? No. What I found was earthly, meaning when these nanoparticles come into the body, and they could become as smart dust or straight particles, what happens is it has some kind of nanoparticle which is called a nano assembler, meaning it uses body materials to make its network of fibers. Fibers that came from a chemtrail sample. Now, how did that come to you? What did it look like when you saw it just with the naked eye? Well, what it looked like was just like cotton candy, like just white cotton candy in a bag, and then also a twig was attached. Because the person who took the sample saw it falling from the sky and was able to gather it and date it when they gathered it and put it into a proper Ziploc bag. يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار. الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهي سبحان الله. نزلت الأرض الحين. فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها تسحابه. الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. هاي لا كيف تقسمت إلى أجزاء. الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة اشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه. أشياء غرايب فيها أشوفها. الحين طلعت فوق. هل تصدق يا أخي؟ هذا Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Alors moi, j'en suis là. Je suis tellement angoissé de ce que je ressens, de ce que je vois tous les jours. Parce que, en un mot, ce qu'il faudrait essayer de bien comprendre, c'est que chaque chose seule, ça va encore. On va parler dans un instant des compteurs EDF intelligents. J'ai envie de dire, s'il n'y avait que ça, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes absolument dépassés par les applications technologiques. Surtout que le temps de réaction est de plus en plus court. Nous avons un service d'expertise aujourd'hui, maintenant, il n'y en avait pas avant. On a créé un service où nous avons 7 ingénieurs experts de haut niveau. Eh bien, on m'en réclame un 8e et un 9e. Parce que tous les jours, sur le bureau de l'ACTIL, arrivent des applications technologiques nouvelles. Et nous, notre inquiétude, c'est bien entendu la synergie de tout ça.
Je prends toujours la même image, hein, le bassin chinois, la veille au soir, il y avait un seul nénuphar, le lendemain matin, le bassin est asphyxié par l'ensemble des nénuphars. Bon, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Biométrie. Moi, quand j'ai pris mes fonctions lactiles, il y avait eu 54 appareils installés dans l'année, 3500 cette année, multiplié par je ne sais combien. La vidéosurveillance, même chose. La géolocalisation, c'est probablement ce qui m'inquiète le plus de tout, moi, aujourd'hui. Parce que la géolocalisation, et au passage, je réponds à des questions qui ont été évoquées, c'est pas seulement, bien entendu, la puce RFID, c'est aussi l'ensemble des systèmes GSM, mais c'est aussi la vidéosurveillance. La vidéosurveillance géolocalise dans l'espace de la caméra pendant un temps déterminé. C'est la biométrie qui permet de savoir après coup où vous étiez à quel moment. C'est des utilisations quotidiennes de type carte bancaire, télépéage, passe Navigo, téléphone portable, évidemment, bien sûr. Et puis c'est le réseau. Ça a été évoqué. Google Latitude, avec tout ce que cela permet de faire. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, la géolocalisation se développe par tous les vecteurs possibles. Or, je constate que l'ACTIL a un pouvoir express d'autorisation sur la biométrie, parce qu'en 2004, je dis nous avions pensé, parce que j'étais moi-même rapporteur au Sénat, en 2004, c'était la biométrie qui nous inquiétait beaucoup, parce que la géolocalisation balbutiait. Aujourd'hui, je suis 100 fois plus inquiet du développement de la géolocalisation que de la biométrie. Pour autant, nous n'avons aucun pouvoir de juguler la géolocalisation, parce qu'on n'a pas de pouvoir d'autorisation. Et si nous avions un pouvoir d'autorisation demain matin, il faudrait doubler le budget de l'ACTIL. Donc, on se rend bien compte qu'il y a là des enjeux qui sont devenus extraordinairement lourds et qu'on n'avait pas vu arriver. C'est ça la grande inquiétude que j'ai sur la géolocalisation. En ajoutant ceci, le plus inquiétant pour moi, c'est l'utilisation des systèmes, des nanotechnologies dans les systèmes d'information. Avec les nanotechnologies, tous les experts que nous voyons dans le monde entier nous disent que dans moins de 10 ans, il sera possible d'installer des systèmes qui verront, qui entendront, qui communiqueront à distance et qui seront d'une taille telle que de toute façon on ne les verra pas à l'œil nu. De ce jour-là, ça veut dire que nous devrons vivre en ayant le sentiment de ne jamais plus être totalement certain de ne pas être vu ou de ne pas être entendu. Moi, comme je dis souvent à mes collaborateurs ou à mes enfants, j'ai 60 ans. Grosso modo, je finirai bien le parcours en passant au travers des gouttes. Mais je m'inquiète pour mes enfants et mes petits-enfants. Comment pourra-t-on vivre dans une société dans laquelle vous n'aurez jamais plus la moindre garantie quant à votre incognito, quant à votre anonymat et votre capacité de vous faire oublier de la société? Moi, ce que je revendique, c'est le droit qu'on me foute la paix. C'est-à-dire le droit qu'à un moment donné, je puisse dire je suis avec ma femme et mes enfants, je suis avec mes collaborateurs, je suis avec un ami, je ne veux pas qu'on m'entende, je ne veux pas qu'on me voie. Et pourtant, je ne fais rien de mal. Parce que c'est ça le problème. Je passe mon temps à dire qu'à la faculté de Lille, je suis en discussion avec mes étudiants là-dessus. Quand je leur parle de tout ça, ça les fait hurler de rire. Ils me disent, mais tout ça, c'est une nouvelle vision de la vie privée, etc. Et ils me disent, nous, tant qu'on n'a rien à cacher et rien à se reprocher, il n'y a pas de problème. On peut nous suivre, nous entendre, on n'a rien à cacher. Mais je leur dis non. Même si je suis dans une situation de légalité, de légitimité, pour autant je ne veux pas qu'on me suive et qu'on m'entende et qu'on me voie, parce que je ne confonds pas l'intimité et l'innocence. C'est pas parce que je suis innocent par rapport au cadre moral ou légal que pour autant j'accepte qu'on entre dans mon intimité. Concrètement, je pense que tout le monde devrait dire que je sois avec ma maîtresse ou avec ma femme légitime, je revendique la même intimité. Ce n'est pas un problème d'innocence morale qu'on pose, c'est un problème d'intimité. Eh bien, cette notion clé, nous l'avons et nous sommes en train de l'oublier. À partir de là, effectivement, les gens disent « moi, vous pouvez y aller parce que je n'ai rien à cacher ». Donc c'est là que je suis profondément inquiet parce que ça passe par une pédagogie. Quand je vais dans des CM2 pour faire un peu le point régulièrement, dans les collèges et dans les lycées, et dans les facs bien sûr, pour voir ce qui s'y passe, je constate que les élèves de CM2 n'ont aucune idée de ce qu'est la notion d'intimité. Aucune. Et la dernière fois, je suis allé voir 2 CM2 dans une petite commune près de Lille, un CM1, un CM2, donc 10-11 ans. Ils étaient à 90% sur Facebook. Interdit aux moins de 13 ans, théoriquement, dans les conditions générales de vente, si j'ose dire, de Facebook. Le problème est là. Les parents pensent qu'ils sont tranquilles. Moi, j'ai tendance à leur dire, vous savez, finalement,
Le vrai couvre-feu, il faudrait le mettre en place dans les maisons. Hein. Mais comment faire? Parce qu'il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui, probablement pour un enfant de 10 ans, sur Internet seul, que de se trouver dans la rue, peut-être, en train de jouer avec ses copains à 22 heures. Donc voilà le problème de fond. Quelle pédagogie, et ça répond à une partie des questions, quelle pédagogie on est prêt à mettre en place? Ensuite, sur le problème de la résolution, pour terminer, faut être très clair, je pense qu'il faut faire ces résolutions. Puis ensuite que les gouvernements décident de prendre le problème en main, puis que l'Union européenne se saisisse du sujet, et que l'Union européenne rencontre les Américains et les Asiatiques pour dire on ne peut pas continuer avec de telles distorsions, donc il faut mettre en place une convention à valeur juridique contraignante. 10 ans, 15 ans, si tout va bien. Et d'ici là, les puces seront partout. Donc je suis terriblement pessimiste parce que je pense que le temps démocratique d'élaboration du droit est beaucoup plus lent que le temps du développement technologique. Donc là, j'ai une inquiétude très forte et je me tourne vers vous en disant que face à une telle inquiétude d'urgence, la réponse n'est pas de dire on ne fait rien, c'est de dire faisons la résolution le plus vite possible. Assumons nos responsabilités, on verra bien ce que ça donne, mais je reconnais que je n'ai pas de solution miracle. Pour répondre ensuite à M. Brodt sur le problème ça revient à ça d'ailleurs, la désespérance par rapport, nous a-t-on dit, à la traçabilité absolue. Désespoir non, pessimisme oui. C'est vrai que quand on additionne tous les systèmes qu'on vient d'évoquer, dans quelques années, on sera réellement dans une société de surveillance. Et je crains qu'on finisse par regretter le bon vieux temps du Big Brother. Parce que le Big Brother, tout le monde en parle en souriant, mais d'une certaine manière, ça se comprend. On a toujours la possibilité du droit à l'insurrection face aux Stasi quelconques. En revanche, comment on fait pour s'insurger contre des milliers et des milliers de puces invisibles qui se promèneront dans la nature? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nanobrothers. Qu'est-ce qu'on fera contre les nanobrothers qui vont au fond se développer selon une espèce d'évolution cancéreuse dans tous les pores de la société? C'est ça le problème de fond aujourd'hui. Et ce que je raconte là, c'est pas de la fiction. Tous les ingénieurs que je vois me disent on le fera, dans moins de 10 ans ce sera fait. Donc moi je pose une question de fond. Est-ce que le Parlement aura le courage politique de dire qu'après tout, de la même manière qu'en bioéthique, il s'est absolument opposé pour l'éternité, j'espère, à tout clonage humain, sur le plan biologique, je pose le même problème. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à l'interdiction de l'usage des systèmes, des nanotechnologies dans les systèmes d'information? Parce que quelle sera notre réaction quand nous saurons que nous sommes entendus et vus? Eh bien, nous nous auto-formaterons par anticipation. Et nous rejoindrons un modèle commun puisqu'on saura qu'on nous écoute et qu'on nous voit. Bref, nous serons devenus des clones mentaux et non plus biologiques. Eh bien, oui, je pose le problème pour ma part. Le Parlement doit s'interroger là-dessus. Les autres parlements européens, je l'espère aussi, et peut-être ensuite les autres parlements. Parce que si on le fait en France uniquement, ça n'a aucun intérêt, puisque tout cela passera les frontières. Donc on voit qu'il y a là des enjeux absolument déterminants pour la protection de nos libertés individuelles. En tant qu'espèce pensante, nous avons atteint une étape dans notre évolution et nous sommes à 2 doigts de comprendre et de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Nous sommes à la veille d'une révolution technologique. What I have for you is one of the most dangerous projects the United States government has ever attempted that's going on live in our atmosphere, and the general public are still blissfully unaware of it. HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. It is a field of antennas on the ground in southeastern Alaska soldering together as to work as one giant antenna. It's 360 antennas. Each can generate 10,000 watts, 3.6 million watts collectively. The largest legal AM radio station in the U.S. is only 50,000 watts. But they're not broadcasting out, they're broadcasting up. When HAARP is fired up, all those antennas shoot powerful radio waves into the ionosphere, the uppermost part of the atmosphere. They literally heat it. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais?
qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple qu'HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait.